Audacieux, audacieuse, impudent, trop hardi, courageuse, fière, les audacieux ne reculent devant rien, pas même devant des pierres centenaires à remettre en état et à faire connaître. Et comme l'avenir appartient aux audacieux, on les écoute. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Cédric Mignon. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, vous aussi, vous inscrivez parfaitement dans la tradition des audacieux, puisque vous avez repris un château en 2016. Vous décidez en couple, donc c'est une aventure commune, de reprendre le château de Mauss. Vous ne regrettez pas? Ah non, absolument pas, même si la vie qui se passe aujourd'hui n'est pas celle d'imaginer il y a quelques années. C'est un plaisir permanent avec beaucoup de challenges à relever, beaucoup de difficultés aussi bien sûr, mais c'est ça finalement qui est assez merveilleux. C'est ça la vie de château en fait, hein. C'est une partie de la vie de château. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle était votre activité avant de reprendre le château de Mauss? Donc quand j'ai repris le château de Mauss, j'étais au comité exécutif du groupe BPCE en charge de la marque Caisse d'Épargne, sur la communication, le marketing, le développement de ces caisses d'épargne. Et ça a développé en moi le goût de l'entrepreneuriat, du challenge. Et j'avais envie d'être moi-même entrepreneur. Et donc, c'est ça qui m'a donné l'envie, en fait, de changer complètement, non pas simplement de métier, mais d'horizon, d'univers, et donc d'avoir une nouvelle histoire, une nouvelle vie, en fait, dans ma vie. C'est un changement assez radical, enfin c'est un grand changement de vie en tout cas. Puis surtout, vous entraînez votre femme aussi avec vous. Oui, c'était ça la première difficulté, mais je lui ai dit, si on achète Mauss, il faut s'engager à vivre ensemble encore au moins pendant 15 ans. Ouais. Et donc, comme elle avait son mari, ça l'a motivée à me suivre dans cette aventure, et c'est une aventure à deux. Et pour un couple, c'est assez passionnant finalement et assez enrichissant d'avoir un nouveau gros bébé à s'occuper, à développer, à entretenir, et finalement d'avoir ce château de Mauss entre nous deux, c'est quelque chose qui nourrit aussi notre couple. Donc c'est vraiment un projet commun. Et qu'est-ce qui vous a séduit quand vous avez vu pour la première fois ce château? Alors pour tout dire, moi je ne voulais pas l'acheter. Ah. Mais je prenais... C'est elle, c'est votre femme? C'est ma femme qui a choisi d'acheter celui-ci. On en a visité, alors elle dit 10, moi je dis 20, on va dire une quinzaine. Et à chaque fois, moi je suis tombé amoureux de tous ces châteaux, de toutes ces vieilles pierres que j'ai pu visiter pendant une dizaine d'années. Et celui-ci, on m'a dit, mais va le voir, il est hyper intéressant, mais surtout ne l'achète pas. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment en ruine, dans un état de délabrement, de misère. Il était condamné. Et donc, ça faisait peur, en fait. Mais mon épouse, finalement, elle a été très sensible, c'est son côté, je pense, féminin, très sensible à cette détresse, à cette faiblesse. Et pour la première fois, elle me dit, celui-ci, il me plaît. Donc l'empathie des femmes pour les vieilles pierres, finalement. Oui, et surtout, c'est un château de femme. Et il s'avère, en fait, qu'elle avait un lien... Dans son histoire? Pardon? Dans son histoire, Oui, vous dites c'est un château de dans femme? son histoire, c'est un château qui a toujours été repris par des femmes et dont les femmes ont marqué son destin et son histoire. Et il s'avère aussi que mon épouse a 3 liens depuis 1060 avec la famille de ce château. Donc, entre guillemets, peut-être qu'elle a ressenti ce lien qu'elle ne connaissait pas. Incroyable, mais alors elle l'a découvert en visitant le château ou ultérieurement en faisant des recherches? Pas du tout, on a lancé nos travaux et le premier mois où on s'est installé dans la petite maison du vigneron en face le château, quelqu'un qui est devenu un ami aujourd'hui, Hugues de Ribrol, nous dit « mais vous avez racheté votre château de famille ?» Et en fait, non, pas du tout. Je lui dis « c'est pas mon château de famille ?» Elle dit « non, pas vous, mais votre épouse. » Et c'est lui qui nous a donné cet arbre généalogique et 3 liens, 2 par le père de mon épouse et 1 par sa mère, la reliait déjà avec les Mauss d'origine. C'est incroyable, comme si elle avait eu un pressentiment en voyant ces vieilles pierres et en se disant « tiens, il faut que je les sauve » et d'autant plus que c'était les siennes. Ça nous plaît à croire cela, mais c'est très important en fait pour motiver ses propres enfants. J'ai 3 filles. Et le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui vous raccroche avec l'histoire profonde d'un tel monument qui était dans un tel état de péril, je pense que ça donne une force collective à notre famille dont on avait besoin, parce que je n'avais pas pu motiver beaucoup mes enfants quelques mois avant l'acquisition. Ah, c'est amusant, donc ce château restera peut-être une histoire de femme. C'est un château qui est situé en Bourgogne, dans la Nièvre, face à Apremont-sur-Allier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, alors c'est un château qui est face à Apremont-sur-Allier, un très beau village, un très beau château également. On se partage tous les deux la rivière Allier, et il a la particularité d'être très très ancien, puisqu'il remonte au 9e, 10e, 11e siècle sur sa motte, même si le château est du 12e, et il a la particularité d'être rond. Donc c'est une enceinte circulaire, ronde, qui ensuite a été construite à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les Schellkeps, les châteaux coquillages, qui étaient très fréquents avant Philippe Auguste. Et donc on a un des derniers châteaux ronds habités en France aujourd'hui. Donc c'est magnifique, enfin vous vous inscrivez vraiment dans le patrimoine quand vous voyez ça. Oui, c'est le patrimoine bâti, mais aussi le patrimoine naturel. Nous, au départ, on a craqué pour cette histoire profonde, ce côté très médiéval de ce château et sa forme unique.
Mais au bout de quelques mois et au fur et à mesure où on restaurait le château, on découvrait une nature exubérante, avec des oiseaux riches, des oiseaux merveilleux, une faune complète, vraiment très diversifiée. Et donc on est aujourd'hui autant amoureux de ces vieilles pierres, de ce château médiéval qu'on restaure, que du paysage. Parce que pour moi c'est un tout, et on a la chance d'avoir un paysage magnifique avec une des dernières rivières sauvages d'Europe, la rivière Allier. Donc cette nature luxuriante qui vous séduit beaucoup, vous la faites visiter aussi? Oui, moi je suis tombé amoureux en quelques termes des oiseaux. Ouais. Et donc nous avons 3000 grues cendrées qui campent sur les plages du château de Mausse et sur les prairies. Nous avons des hérons bioraux, des sternes que je protège en mettant des petits panneaux sur les plages du château pour empêcher les canoës de venir se poser sur ces plages sauvages. Et donc oui, on l'a fait visiter parce qu'on organise tous les ans, par exemple, un festival nature et patrimoine, le Festigru, pour fêter le retour des grues fin octobre. Et ça nous permet de rassembler les naturalistes, les associations du patrimoine, les photographes animaliers, et de faire un petit festival qui réunit pour l'instant 3000 personnes sur 2 jours. Donc c'est l'occasion de faire connaître aussi votre château. Et comment vous le faites vivre le reste de l'année aussi, le château? Alors ça, c'est très difficile parce que j'ai changé d'activité Ouais, et complètement. l'objectif, c'est de réussir. Je me suis donné comme objectif de réussir à donner une autonomie financière à ce château, qu'il ne soit pas uniquement dépendant d'un mécène particulier qui le restaure. Et là, je développe donc la privatisation du site pour des petits mariages ou privatisés en famille, des chambres d'hôtes, des activités culturelles, des concerts, des pièces de théâtre. Voilà, toute une activité, des visites guidées bien sûr, toute une activité économique que petit à petit j'appréhende de mieux en mieux. Ça ne fait que 2 ans qu'on s'est lancé là-dedans. Et j'essaye petit à petit de faire croître ce chiffre d'affaires et surtout la rentabilité de ce domaine. Ouais, qui est un sujet. Mais est-ce que le fait d'avoir travaillé préalablement dans la banque, ça vous a aidé? Ça aide et en même temps, ça empêche d'agir parce que forcément, la prudence du banquier revient toujours. Mais heureusement, la passion est toujours là. Mon épouse, les enfants, on partage tout ça en famille, vous poussent toujours à aller un peu plus loin, à innover. Mes enfants me poussent beaucoup sur des formules nouvelles, comme des cinémas en plein air, par exemple, qu'organisent mes enfants. Et ça vous fait trouver des nouvelles solutions, trouver des pistes innovantes qui, moi, me plaisent particulièrement de voir vos enfants vous pousser. Voilà, donc, Donc vos filles, elles aiment ce château autant que vous? je crois qu'elles aiment ce château autant que moi et mon épouse. Je crois qu'elles s'y investissent beaucoup, mais on ne leur met pas la pression. C'est Ouais. notre château, à moi C'est et à votre mon projet, épouse. Ce n'est exactement. pas le leur. Non, elles verront après plus tard, peut-être. Elles Mais en tout verront, cas, mais à chacun son temps. Je serais très heureux, mais je pense que c'est en ne mettant pas la pression ouais. qu'on arrive à avoir les meilleures solutions. Et est-ce que vous avez reçu des aides financières, justement, des subventions pour vous aider dans le fait de rendre ce château vivant et accueillant aujourd'hui? Oui, alors on a été, je crois, plutôt pas mal là-dessus, puisque mon épouse et moi, on a été vraiment très mobilisés pour aller chercher tout ce qui était possible. Et en France, aujourd'hui, on veut témoigner qu'il est possible de sauver une ruine d'un château médiéval, de le réaménager techniquement, mais aussi financièrement. Donc c'est un message positif, ça, que vous envoyez. Ah oui, j'envoie un message positif. Bien sûr, chaque cas est différent. Bien sûr, c'est difficile. Mhm. Bien sûr, il faut... C'est difficile en quoi? En paperasserie? C'est difficile, effectivement, administrativement, Ouais. en paperasserie, mais c'est aussi difficile, il faut sortir de sa zone de confort, aller rencontrer la DRAC, le CRMH, les architectes. Il ne faut pas avoir peur de raconter son histoire, ses difficultés, de mettre les choses clairement sur table Mhm. et de dire ce qu'on peut faire. Il faut exposer le projet. Il faut exposer et s'engager. Moi, je me suis engagé personnellement, je l'ai écrit et j'ai tenu mes engagements que nous allions restaurer ce château si on nous soutenait, bien sûr, en 3 ans sur 3 tranches. J'ai tenu tous mes engagements et le ministère de la Culture a tenu les siens et bien au-delà. Donc, je crois que pour tous ceux qui hésitent aujourd'hui Ouais. et qui sont plus jeunes que moi, Allez chercher. allez-y, Ah, vous leur dites. allez-y. Et moi, je suis heureux à chaque fois de pouvoir aider et conseiller ou accompagner tous ceux qui le souhaitent parce que c'est vraiment possible. Et la France et le patrimoine a besoin de gens qui ont envie. Si moi, petit banquier assez âgé, j'ai réussi en partie le début de mon aventure, il n'y a pas de raison que des plus jeunes ou des gens de mon âge n'y arrivent pas. Mais vous avez cet enthousiasme très juvénile et ça, c'est important. Il faut le conserver. Merci pour le côté juvénile, ça me fait plaisir. Comment vos proches ont réagi à cet investissement? Parce que c'est vrai que ça paraît un peu audacieux, c'est le cas de le dire, mais ça paraît un peu dingue en fait quand on annonce ça. On va reprendre un château. Oui, ça paraît dingue. Les photos étaient tellement fortes que les gens pensaient qu'on était fous et qu'on n'y arriverait pas. Ouais. En fait, donc
les premières réactions... Ils voyaient une ruine. En fait, Voilà, en ils démarrage. voyaient une ruine et ils voyaient des bobos parisiens, entre guillemets, qui allaient reprendre le truc, faire quelques petites fêtes et puis le remettre en vente quelques temps après. Donc oui, moi, ça a été un élément de motivation. C'est-à-dire de voir dans des gens en qui vous avez confiance, que vous aimez, le regard du doute de votre capacité à y arriver. Il n'y a pas plus grand moteur pour réussir. Ouais, au contraire, on se dit, bah, tiens, on va leur montrer que c'est possible. Et aujourd'hui, ils disent quoi d'ailleurs en voyant finalement que ça a fonctionné, vous êtes toujours là? Aujourd'hui, c'est des réactions très différentes. Bien sûr, c'est la reconnaissance. Et ça fait un bien fou. Moi, j'invite tous ceux qui visitent des châteaux à être encourageants pour les propriétaires qui ont sauvé ou qui sauvent ces monuments, qui les font vivre. Il y a ça. Et puis, il y a « Ah, c'était facile ». Ça, c'est plus dur aujourd'hui, vous voyez. Maintenant que c'est fait, finalement, c'était facile. Mais c'est le principe d'un spectacle. Quand on voit le spectacle, on se dit c'est magnifique, on ne présuppose pas toutes les heures de travail qu'il y avait avant. Exactement. Et toute la chance qu'on a eue. Je tiens à dire aussi, moi, c'est très important pour moi. Souvent, on me pose la question, est-ce que vous recommenceriez la même chose? Je ne suis pas sûr que je recommencerais la même chose parce que je crois vraiment qu'on a été vraiment bénis. On a eu beaucoup de chance à chaque fois qu'il y avait un croisement difficile. Pour l'instant, ça s'est toujours bien passé. Je ne suis pas sûr que si on recommencerait la même chose, ça se passerait de la même façon. Il faut une dose d'insouciance. Il faut un peu d'insouciance, mais raisonnée. Il faut un peu de folie, mais construite, vous voyez, guidée quand même. Il faut de l'audace, il faut de la passion, il faut de l'amour aussi, parce que s'il n'y avait pas l'amour avec mon épouse, l'amour avec ce château, l'amour avec nos enfants, qui réchauffent des moments parfois un peu plus froids, eh bien, il y aurait eu la chance là aurait pu tourner. Vous voyez, on a provoqué aussi cette chance, je crois. On était à l'œuvre là-dessus. On sent que c'est un projet très collectif, en tout cas, qui vous a animé. Enfin, un collectif au sein même de votre famille. Collectif familialement, mais aussi collectif plus largement. La chance que j'ai eue, moi, c'est que j'ai repris un château en ruine. Donc, tout le monde avait un peu de peine pour nous, vous voyez, au début. Ouais. Donc, c'était facile de nous aider, finalement, les gens. Et c'était facile d'agréger. Vous avez joué la carte de la pitié, un peu. Oui, sans même trop jouer. Ouais. Et parfois, on l'a joué un peu, c'est vrai, mais il n'y avait pas besoin de surjouer. Et c'est vrai que ça aide à ne pas être perçu comme quelqu'un qui vient sur son domaine. Voilà. Là, nous, il est prévu un peu comme les fous qui allaient tout perdre. Alors, c'est vrai qu'on est plus pauvre aujourd'hui qu'hier, mais d'un autre côté, on est riche de plein de souvenirs, de plein d'expériences humaines, de plein de projets, et d'avoir réussi quand même quelque chose, je crois, une œuvre assez intéressante. Et aujourd'hui, vous dites ce château, donc, qui était une ruine, est-ce qu'il est confortable? Il est bien quand on est à l'intérieur? Oui, alors, au départ, on a voulu un château pour nous, donc il est très confortable. Il a le chauffage au sol, il fait 20 degrés. On n'a pas froid. L'hiver, on n'a pas froid. Les salles de bain sont refaites. On a voulu un château médiéval, mais refait à l'époque actuelle à l'intérieur pour donner tout le confort positif. Donc l'extérieur, on perçoit bien la bâtisse médiévale, mais à l'intérieur... L'intérieur aussi, c'est moderne. parce que les murs sont restés tels qu'ils étaient au XVIe siècle. On ne les a pas refaits. Donc vous vivez dans une coquille avec ces murs complètement abîmés, mais tout ce qui est aménagement de confort est extrêmement contemporain, même en allant très loin dans le contemporain, en gardant toujours la base d'une couleur bleue, le bleu de Mauss, le bleu-gris de Mauss, et toujours cette simplicité, parce que c'est un château au milieu de la ruralité, des paysages, donc c'est très simple, les lignes sont très épurées, et c'est très contemporain finalement, c'est très moderne. Donc on veut aussi témoigner qu'on peut marier modernité et ancien, et que ça se passe très bien, et qu'aujourd'hui c'est très aspirationnel en fait, de vivre là. Le dénominateur commun peut-être entre l'aspect ancien et la modernité, ce serait la simplicité. La simplicité. Vous ne cherchez pas des fioritures. Non. D'accord. Chez nous, les dorures sont compliquées. C'est très simple et c'est très ouvert sur l'extérieur. Comme c'est un château rond, vous voyez toute la prairie, la rivière, la verdure, et cette cour intérieure, très monacale. Ce contraste entre le concentré, le spirituel, et l'aspiration dans la nature, c'est pour moi un contraste de tous les instants, et c'est extraordinaire de passer de l'un à l'autre. Et quelles sont les activités culturelles et touristiques du château de Mauss? Alors, on a mis en scène une pièce de théâtre sur les femmes de Mauss, justement, c'est un château de femmes, 5 grandes dames de Mauss, ça pour moi c'est une passion. Donc des femmes qui ont habité, des femmes emblématiques de Mauss? Les femmes emblématiques de Mauss qui ont piloté le domaine, qui ont assuré sa rentabilité, son développement, son économie, sa sauvegarde. Ça me plaît beaucoup d'avoir été capable de créer un spectacle
On fait venir des concerts aussi. Donc, quand vous dites un spectacle, c'était un son et lumière? Non, c'était une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre avec au sein du 5 château. femmes plus une qui Très beau. animait, voilà, 5 dames qui se retrouvent. Elles viennent toutes d'époques différentes, mais tout à coup, elles reviennent au château de Beauce et elles se parlent entre elles. Elles racontent un peu leur vie à différentes époques. C'est des concerts. Là, alors nous, on a un concert, mini festival, tête et cœur dans les étoiles, puisqu'on ne pouvait pas faire les concerts à l'intérieur au début. Et donc, ça se tient toujours en août. Et donc, cette année, ça sera sur les astres, pendant l'époque des étoiles filantes. Et on fera un concert de musique baroque sur les astres. On a fait l'année dernière un château de femmes. Il faut remettre la femme au cœur de notre activité. Aimée Jacquet de la Guerre, une des grandes compositrices féminines qui était oubliée, parce que les hommes l'ont un peu, au 19e, l'ont un peu fait Mais oublier sur le dans côté, l'histoire. oui, on Mais n'en de parle l'autre plus côté, tellement. eh ben, nous, on adore faire ressortir ça. Donc, on a fait un concert complet d'elle, et c'était génial. La fête de la nature aussi, on n'est pas dans le culturel, mais pour nous, c'est très important de sensibiliser à cette rivière sauvage. Moi, j'espère même un jour que ce lieu du Val d'Allier Nord soit le futur parc national des zones humides. Donc, quand on est châtelain, on se bat aussi avec son territoire pour le faire reconnaître au-delà de son petit domaine. Et moi, mon combat, c'est de faire de cette rivière un futur parc national des zones humides, en tous les cas quelque chose où on protège cette zone humide si particulière qui accueille une faune aussi diversifiée qu'on peut la connaître dans ce site. En tout cas, on entend que vous ne manquez pas de projet ni d'envie. Est-ce que le fait d'appartenir à un réseau, justement, comme les Audacieux du patrimoine, ça représente une aide? Ah oui, c'est une aide infinie. C'est une aide infinie, les audacieux, parce que finalement, on a tous une passion commune, mais on a tous des domaines extrêmement différents, des histoires différentes, un passé différent, et donc on est dans le même présent, mais avec un capital tous très différent. Et seul, on rencontre plein de difficultés, mais quand on se rassemble là, eh ben, on trouve des experts en tout, et ce collectif finalement devient une très très belle entreprise, avec toutes les expertises que moi je perds un peu en ayant passé d'un grand groupe à ce petit domaine. Finalement, je suis tout seul. Ouais. Et donc ce besoin de partager collectif, il est puissant. Ça vous permet d'échanger, de trouver des idées, de voir que vous avez sans doute les mêmes problématiques aussi, j'imagine? De partager chacun notre amour, et donc on le fait grandir ensemble. On sent que votre ancrage territorial, il est fort, vous le Oui. disiez, puisque vous avez des envies justement de développer, notamment quand on parle de cette faune et de cette végétation luxuriante. C'est important pour vous d'être ancré dans le territoire? Oui, alors c'est un point commun depuis ma vie, depuis tous les jours. Moi, j'ai toujours été dans un groupe bancaire qui partageait ce point commun de la territorialité, et ça reste vrai aujourd'hui. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on a besoin de proximité et de territoire. Et donc, je suis heureux dans mon domaine parce que je vois qu'il a un impact sur le territoire, que je peux avoir un impact sur le territoire et que le territoire a un impact encore plus fort sur nous. Et donc, je suis convaincu que la clé du territoire, de la proximité, de la réunion de tous ces acteurs aujourd'hui, plus que jamais, dans tout ce qui se passe en ce moment, ça a de l'importance. Parce que un domaine comme le mien et comme tous ceux des audacieux, ça a une longévité, ça puise dans la profondeur de l'histoire et ça redonne du sens aussi aux gens qui habitent autour. Les gens ont besoin de retrouver du sens. Et dans nos monuments, même dans mon exemple de vie, si je peux contribuer un peu à donner du sens, c'est important. Je le fais pour mes enfants, je le fais autour de moi. Le plus largement je peux le faire, je suis convaincu que c'est une façon pour être utile. Vous avez l'impression qu'il y a un engouement justement très fort en ce moment, ou peut-être qui est contrebalancé par cette idée, ou soit cette quête de sens, ou le fait qu'avec le numérique, on va un peu partout. Là, on a quelque chose de très concret, de la pierre en fait. Parce que... Oui, alors je ne dirais pas que c'est un engouement, mais en tous les cas, je vois qu'il y a un besoin de trouver du sens et que ces vieilles pierres, cette histoire profonde, ces paysages, cette nature, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose sur lequel les gens peuvent se raccrocher aujourd'hui. Voilà. Où est-ce que vous imaginez, ou comment plutôt vous imaginez le château dans 10 ans? Alors je l'imagine piloté par une femme. C'est bien, vous laissez la place. Ben oui, j'ai 3 filles déjà, donc soit une de mes filles, soit quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, je pense que cette histoire de mettre en avant les femmes depuis la nuit des temps dans ce monument doit perdurer. Donc je pense que ça sera le cas. Je pense que c'est un monument qui est encore plus ouvert. Je pense qu'il pourrait être un ambassadeur de la nature. Il a été protecteur militaire, il a eu un lien avec la religion. Je pense que demain, c'est un lieu emblématique de protection ou de défense ou de sensibilisation à une forme de vie
avec la nature, sous toutes ses formes. C'est beau. On l'a déjà un peu entendu quand vous parliez effectivement du patrimoine français aujourd'hui, mais vous êtes plutôt confiant, je dirais, aujourd'hui quant à l'avenir du patrimoine français. Vous dites, voilà, on peut avoir des aides, enfin, ça existe, c'est là, c'est concret et palpable. Je suis confiant et en même temps inquiet, c'est-à-dire que confiant dans le sens où c'est possible, mais qu'on est souvent un peu seul et avec des mesures qui peuvent changer. Vous voyez, ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Est-ce que le budget du ministère de la Culture va rester en place? Enfin, tout est très fragile. On est sur des charbons ardents. C'est Voilà, une époque donc, un peu charnière. Et des gens comme les audacieux, comme tous les propriétaires que nous sommes, ils ont besoin, et eux, ils s'engagent dans du long terme. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous parce que on a du mal à faire vivre pleinement ces monuments parce qu'il y a des travaux à faire, les grandes restaurations, les petites restaurations, la vie sur le territoire, ce que ça coûte. Voilà. Et donc, être capable de pouvoir voir clair à 10 ans, pour nous, c'est très compliqué. Or, quand j'étais banquier, on demandait à nos clients de nous présenter des plans à 10, 15, 20 ans. Vous voyez, donc c'est très dur aujourd'hui. C'est pas la même approche. Bon, mais voilà, mais d'un autre côté, quand tout bouge, il faut bouger avec son temps. Et donc, je suis très confiant parce que je pense que les audacieux du patrimoine, comme tous les propriétaires de châteaux, sauront trouver les voies et les moyens pour s'en sortir. Il faut prendre le train en marche. Et concernant l'objet qui vous représente, mais incarne aussi votre château, qu'est-ce ? Alors, j'ai ramené un livre, le livre sur le château de Mausse. Alors, c'est plus qu'un livre en réalité, parce que, bien sûr, il raconte l'histoire du château, mais c'est surtout, pour moi, une œuvre humaine, parce qu'on a un artiste qui a été sensible à notre restauration et qui a fait un travail de calligraphie et d'enluminure, bénévolement, et il a donné ça à l'association du château. Et donc, il a travaillé pendant 3 ans là-dessus. Il a pris les poèmes faits par les voisins, par des gens du coin. Il a pris les histoires racontées par des historiens. Il a raconté l'histoire des Dames de Mausse dans ce livre. Donc on revient sur ces histoires de femmes. Et il nous a offert les originaux, ces planches originales, des parchemins, comme à l'époque des moines copistes. Et nous avons décidé d'en faire un livre à 500 exemplaires. On a quasiment tout vendu, nous en reste une cinquantaine. Donc non seulement c'est un cadeau humainement très fort, mais en même temps ça contribue économiquement à la sauvegarde du château de Mausse. Donc pour connaître l'histoire du château de Mausse, il suffit d'ouvrir le livre. Exactement. Merci beaucoup Cédric pour merci. cette belle présentation. Merci à vous surtout. Qui nous donne envie de visiter le château de Mausse. En tout cas, le livre existe d'ores et déjà. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode des Audacieux du patrimoine et à très bientôt pour une prochaine rencontre.